Bonjour, eh bien j'espère tout d'abord que vous avez passé de bonnes vacances. C'est reparti pour une nouvelle saison du Geste du Mois. Et aujourd'hui, eh bien, je me trouve au Centre technique horticole de Gembloux. C'est un site qui appartient à la communauté française et qui sert de terrain d'application pour les élèves qui sont en formation horticole. Alors aujourd'hui, eh bien, ici se passe un événement un peu particulier. C'est la fête de la tomate. C'est le rendez-vous des collectionneurs d'anciennes variétés de tomates. Nous allons d'ailleurs aller à leur rencontre, mais dans un tout premier temps, eh bien, je vais rejoindre le responsable de cette manifestation qui va nous expliquer un petit peu comment se déroule cette journée. On y va. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Roland. Alors, première fête de la tomate ici à Gembloux, mais ce n'est pas la première pour vous. Vous en êtes à la 40e édition en tant qu'organisateur. Effectivement, nous sommes à la 6e édition. Comment est née cette fête de la tomate? Oui, le but initial était de rendre hommage à Luc Fichot, qui est un gros collectionneur belge qui est décédé en 2009. Et petit à petit, on a décidé de créer cette fête de la tomate avec des amis. Oui. Et la première édition a lieu à Auvelais, au Parc Aurès. Vous parlez d'amis, et je crois que dans le milieu de la tomate et dans le milieu des collectionneurs, je crois que tout le monde est un peu ami, non? Tout à fait, oui. Il y a des passionnés qui se retrouvent, on s'échange des variétés de graines, oui. Et ça permet de créer des liens. Alors justement, ici à Gembloux, qu'est-ce que le public va pouvoir découvrir? Des collectionneurs, bien entendu, mais pas que. Oui, des collectionneurs, ils pourront acheter des tomates, acheter des graines. Il y a des variétés que les collectionneurs proposent. Oui. De la lecture aussi. Il y a des livres relatifs au monde végétal. Alors je crois que si il y a autant de collectionneurs de tomates, chez nous et dans d'autres pays, c'est parce que les variétés sont innombrables. Hein. Oui, tout à fait. La tomate n'est pas que rouge. Non, tout à fait. En effet, pour l'instant, on est à plus entre 20 et 25 000 variétés mondiales. Quoi. Ah, on n'en a pas 25 000 ici aujourd'hui à Gembloux, mais on peut en espérer en découvrir combien, plus ou moins? On devrait en trouver 800 à peu près. Mais vous savez quoi? Moi, je vais aller à la recherche de quelques variétés au travers de l'un ou l'autre collectionneur que je me propose de rencontrer maintenant. Jean-Michel, un grand merci. Je vais vous laisser parce que vous avez pas mal de travail à votre stand. Merci et bonne journée. Merci Roland. Merci. Voilà, eh bien, j'ai trouvé un premier collectionneur de tomates. Il s'appelle Michel. Bonjour Michel. Alors, il y a du monde ici ce matin. Il y a toujours autant de passionnés de tomates comme ça sur une fête de la tomate? Oui, c'est beaucoup de plus en plus. Les gens se rendent compte que la tomate n'est pas que rouge et ronde. Ouais. Et que tout ce qu'on vend au supermarché n'est pas toujours bon. Vous, personnellement, depuis quand vous est venue cette passion? Ça fait une dizaine d'années. Ouais. Comment c'est venu? Pourquoi? C'est venu comme ça. Aussi, j'étais sur une foire comme ça et puis c'est eu un déclic. Alors vous avez commencé à cultiver quelques variétés, puis vous en avez combien à présenter au public aujourd'hui? Aujourd'hui, j'en ai plus ou moins une centaine. J'en cultive 200 variétés différentes tous les ans et j'ai environ 4000 variétés de graines. Donc 200 variétés par an à l'extérieur? Différentes. Ouais. À l'intérieur, sous serre et à l'extérieur? Tout est sous toiture plastique. D'accord. Alors dites-moi un petit peu, ici aujourd'hui, vous en présentez combien? Environ une centaine. Environ une centaine. Ouais. Est-ce que vous pourriez m'en présenter une dont vous êtes peut-être plus particulièrement fier aujourd'hui? La Lucky Tiger ici. Oui. C'est une tomate avec laquelle j'ai gagné plusieurs prix, oui. Dont la semaine passée à la ferme Les Pilifs à Bruxelles. J'ai terminé premier prix au goût. Très bonne tomate. Qu'est-ce qu'elle a de spécifique cette tomate? C'est du pur sucre. C'est du pur sucre. Ah, ouais. Et là, elle est à maturité, elle est verte à maturité. Elle est verte à maturité, oui. Allez, ok, ça c'est un premier coup de cœur. Je vais vite vous en demander un deuxième. Prenons une belle tomate bien rouge, par exemple, mais qui aurait quelques caractéristiques particulières. La grosse démarrée. Ah ouais, elle est très belle tomate, pleine de chair. Oui, pleine de goût aussi. Très peu de pépins. C'est une tomate qui revient chez moi tous les ans. Est-ce que vous auriez, pour le téléspectateur qui nous écoute, je vais pas dire un petit truc, un petit secret pour vraiment réussir ces cultures de tomates? Qu'est-ce qui est le plus important dans une culture de tomates? Un bon amendement. Ça, c'est le plus important. Un bon amendement. Voilà, eh bien, écoutez, un tout grand merci. On va vous laisser avec le public
qui vous attend, parce qu'il y a des amateurs. Merci. Alors, moi, je vais continuer à me promener et je vais aller à la recherche d'un deuxième collectionneur. En attendant, eh bien, ce que je vous propose, c'est de retrouver Olivier Fievé. Il est sur la pelouse. Il va solutionner un problème un peu particulier, un problème de larves. Et il va le faire en compagnie de quelqu'un que vous n'avez pas encore vu dans le geste du mois, mais que vous allez voir de plus en plus. Il s'appelle Sébastien. À tout de suite. Alors Olivier, tu nous as fait venir ici du côté de Gilly, un jardin de ville, un jardin, on le sent, hein, il y a beaucoup de travail ici, ouais. Et néanmoins quelques problèmes aussi auxquels on ne peut pas échapper finalement. Voilà, beaucoup de diversité, mais il y a souvent aussi des problèmes qui viennent comme ça. On va parler de ceux liés à la pelouse. De la pelouse, voilà. Donc le client m'a appelé, bien qu'il mette de l'engrais régulièrement, il a ces taches brunes qui apparaissent là. Ah oui. Et donc voilà, c'est ceci. Et donc là, on voit la pelouse qui se déchire comme ça. Et qu'est-ce que c'est alors? Et voilà, donc ça c'est une larve qui va manger les racines des plantes. Cette larve, c'est un petit peu comme celle dont on a déjà parlé, l'hanneton? Voilà, fort semblable. Le hanneton, c'est une larve blanche avec une tête orange, tandis qu'ici, c'est une larve de tipule. Ah, donc ici, ce n'est pas l'hanneton, c'est une tipule. Voilà, c'est une tipule. La larve fait 4-5 cm, enfin même 4 cm, brunâtre, grisâtre, pas de pattes. Et donc elle mange aussi un petit peu en dessous, tout ce qui est racines et voilà, tiges. donc les symptômes apparents sont les mêmes, mais il faut pas hésiter. Tu creuses en bas, tu vas trouver là. Et comment est-ce qu'on peut voir finalement que ce sont des larves qui sont un petit peu partout dans notre jardin? Voilà, donc il y a les taches. Il y aura sans doute aussi souvent de la présence d'oiseaux qui viennent picorer. Ils viennent manger les larves évidemment. Et donc ces fameuses taches là évidemment, voilà. Mais n'hésite pas, tu creuses pour trouver la larve. La tipule est souvent présente dans les jardins, très connue par nos téléspectateurs? Depuis quelques années, c'est de plus en plus fréquent, oui. Voilà. Voilà. Et donc on a un traitement. Hein. J'imagine. Très facile. Tu l'as pris avec toi? Oui, bien. Allez, on va aller voir ça. Bon alors Olivier, en quoi consiste donc cette solution miracle? Voilà, donc ce sont des nématodes, okay. Et donc ce sont des petits vers microscopiques qui vont commencer à parasiter ces larves de tipules. Donc, voilà. Si je résume, des vers qui mangent des larves. Voilà, exactement. Ça veut dire que c'est quelque part naturel? Naturel, on rétablit un équilibre. Ok, d'accord. Et donc, ça veut dire que la tipule va disparaître après ça? Voilà, la tipule va être complètement parasitée par ce petit ver. Et comment ça se passe concrètement en termes de... Concrètement, on va faire une dilution pour répartir le produit sur l'ensemble de la superficie. Ok. Ok. Donc, si je te comprends bien, Olivier, finalement, on plonge juste les nématodes dans 5 litres d'eau. Voilà, je dilue les nématodes qui sont des vers microscopiques qui vont parasiter les larves de tipules, évidemment. Ça n'a aucun danger pour l'homme. Et on rétablit un équilibre qui a été évidemment bafoué à un moment donné, quoi. C'est que ces 5 litres d'eau, on les disperse un peu partout. Voilà, donc les 5 litres vont être divisés en 5. Donc, je vais chaque fois mettre 1 litre dans ton arrosoir. Ok, j'imagine que je vais le remplir du coup. Ouais. Voilà. Voilà, j'en mets 1 litre. Et donc, on le met vraiment partout, voilà. Sur les tâches. On répartit ça sur la superficie totale. On va choisir une bonne période. La meilleure période, c'est le mois de septembre. Parce que là, les larves remontent à la surface et en plus, elles viennent pondre leurs œufs. Donc, on ne va pas parasiter tout le monde. D'autres conditions à respecter au niveau il faut qu'il fasse un peu humide. Pas trop chaud, un peu humide. Ok. Ok. Ben, c'est tout simple. Voilà, c'est tout simple. Eh bien, je suis tombé sur Christian. Christian, il n'est pas collectionneur de tomates, mais il est collectionneur de piments. Absolument. Alors, Christian, comment vous est venue cette passion du piment? C'est très simple. Étant très jeune, grâce à mon frère, j'ai eu l'occasion de goûter de la cuisine congolaise, extrêmement relevée. Et nos amis congolais n'en revenaient pas que j'étais capable de manger aussi fort qu'eux, alors que j'étais simplement un blanc. C'est comme ça qu'a démarré votre passion du piment? Oui, parce que après ça, j'ai pu me lancer et mon frère connaissait pas mal de copains qui avaient bourlingué un peu partout. Donc j'ai commencé à manger du vrai chinois, du vrai vietnamien,
du vrai thaï, etc., cuisiné par les gens du pays. Et alors un peu plus tard, vous avez commencé à produire vous-même vos piments, c'est ça? Alors ça c'est le hasard. J'ignorais tout à fait qu'on puisse faire pousser du piment en Belgique. Et bon, c'est quelqu'un qui a voulu acheter des plants de poivrons et qui s'est retrouvé avec des plants de piment. Et qui vous les a refilés? Il me les a refilés et puis ils ont poussé. J'ai eu des fruits que je ne connaissais pas. Et donc j'ai cherché à les identifier. Je me suis retrouvé sur le site Semences Partage où là, ils m'ont aidé à identifier les piments. Et puis, juste après, sentant ma passion, un des membres, comme ça, m'a envoyé une dégustation de 8 piments qu'il produisait. Voilà. Et de fil en aiguille, eh bien, vous produisez maintenant plusieurs dizaines, si pas centaines de piments différents. Et alors, je voudrais quand même attirer l'attention du téléspectateur sur ce qu'on a vu, on vous a vu au travail, parce que le piment, vous le faites déguster ici aux gens qui viennent vous voir, au travers de petites préparations tout à fait personnalisées. Absolument. J'ai un passé de cuisinier, donc pour moi c'est assez facile. Et lors d'expositions où j'exposais mes plants et mes fruits, je me suis rendu compte qu'en fait les gens, ça ne les intéressait pas vraiment. Ils voudraient bien goûter. Alors j'ai commencé à faire des toutes petites dégustations et au plus j'en faisais, au plus ça marchait. Voilà. C'est tout. Eh bien, écoutez, on va vous laisser derrière votre stand parce qu'il y a une file, il y a encore des gens qui attendent. Quant à nous, eh bien, je vous propose maintenant de retrouver Jean-Marie et Corinne. Ils sont au jardin, ils vont entretenir la pelouse pour l'automne. Ensuite, on jette un petit coup d'œil sur notre concours. Et puis, on se retrouve toujours ici au Centre technique horticole à Gembloux, mais dans une autre ambiance. Jean-Marie, on approche de la fin de l'été, malheureusement, début de l'automne. Ouais. Et on pourrait penser qu'à cette période, il y a moins de choses à faire au jardin. Et pourtant, si on regarde la pelouse ici, on se rend compte qu'à certains endroits, on a des plaques d'herbes sèches, des plaques jaunes, et d'autres endroits, il n'y a même plus d'herbe du tout. C'est vrai, mais après une saison comme on a eu, assez spéciale, un printemps froid, un été très sec, on trouve pas mal d'herbes en suspension dans le gazon. Oui. C'est trop, comme tu viens de le dire. Et en fait, il va falloir corriger tout cela pour passer l'hiver avec un beau gazon. Donc en agissant à la fois sur le sol, mais aussi sur l'herbe. Ok. Alors Jean-Marie, ceci, c'est la première substance qu'on va épandre. Oui, en fait, ceci c'est de la chaux ou du calcaire, si tu veux. Donc son but est d'abord d'améliorer le pH pour l'amener vers 6,5. pH idéal pour une bonne croissance de l'herbe. Donc ce qui veut dire que le pH n'était pas bon, que la pelouse était trop acide. Voilà, en fait, c'est ce qui arrive dans la plupart de nos gazons, puisque les pluies sont déjà légèrement acides et que la décomposition des détritus dans le gazon acidifie également le sol. Alors je pense qu'il y a d'autres choses intéressantes aussi dans cette substance. Oui, dans cette substance, ici, on y a ajouté également des bactéries qui vont aider à la décomposition des matières organiques qui sont en suspension, comme les herbes, que je disais tantôt, et qui vont donc se transformer en nourriture, qui vont également améliorer la qualité du gazon. Donc si je comprends bien, c'est un 2 en 1 qu'on doit utiliser à cette période précisément. Alors à cette période, parce que les bactéries, en fait, ne se développent que dans une période à température clémente, donc 10, 15, 20 degrés maximum, et surtout avec une certaine humidité. Donc septembre est une bonne période pour appliquer cette chaux avec bactéries. Après ça, on mettra de la chaux sans bactéries pendant l'hiver. Ça Exactement. Fonctionne aussi. Voilà. Dernière chose, Jean-Marie, on a parlé de pH, etc. Je pense forcément à la mousse qui se développe quand le pH est plutôt acide. Voilà. En fait, la chaux va agir d'une manière indirecte en améliorant le pH. Le sol va devenir de moins en moins en adéquation avec la mousse et la mousse ne se développera tout simplement plus. Voilà Jean-Marie, mission accomplie. Parfait. Eh bien, après s'être occupé du sol, maintenant nous allons nous occuper du gazon, de l'herbe, à vrai dire. Donc ici, j'ai prévu un engrais d'automne, que nous allons étendre pour renourrir ce gazon. Alors il est d'automne pourquoi ?
Il est d'automne parce qu'il contient d'abord beaucoup de potasse pour renforcer la structure des herbes pour mieux résister au gel. D'accord. Mais en même temps, il va permettre au gazon de rester bien vert grâce à la magnésie et au fer qui entrent dans la fabrication de la photosynthèse et pour avoir une herbe bien verte. Ok, super. Et ce gazon qui va se fortifier va également avoir la possibilité de reconquérir tous les espaces vides pour les reboucher. Donc on va avoir une magnifique pelouse, bien dense, et du coup, comme ce sera bien dense, il n'y aura pas de place pour, par exemple, la mousse. Oui, exactement, voilà, comme ça tu as tout compris. C'est super Jean-Marie. Alors au niveau du dosage? Ah oui, le dosage, c'est vrai. On ne l'a pas dit pour la chaux, mais pour la chaux avec les bactéries, c'est 10 kg à l'heure. Par contre, pour cet engrais, c'est 5 kg à l'heure. Merci Jean-Marie. Parfait. Vous voulez tenter votre chance? Rien de plus simple. Une carte postale ou un mail avec la bonne réponse et nos sponsors et la chance s'occupent du reste. La question, la voici. Combien de variétés de tomates étaient présentées lors de la fête de la tomate à Gembloux? Ce mois-ci, la firme DCM vous gâte en vous offrant d'une part plusieurs sacs d'engrais organiques d'automne pour nourrir votre pelouse avant l'hiver et d'autre part plusieurs boîtes de Feltiguard pour ceux qui rencontrent des dégâts dans leur pelouse occasionnés par les larves de tipules. Enfin, les éditions Weyrich vous offrent un abonnement annuel à l'Esprit Jardin, la revue de jardinage qui vous aidera à cultiver votre passion. Voilà, eh bien, nous sommes toujours bien entendu au Centre technique horticole de Gembloux et au-delà de la fête de la tomate, eh bien, le public a l'occasion de découvrir deux choses tout à fait intéressantes. D'une part, le panier de la ménagère et d'autre part, le jardin des hommes. Alors, pour nous parler de ça, eh bien, j'ai demandé à Laurent Minet d'être à côté de moi. Bonjour Laurent. Bonjour Roland. Alors, première chose, ici, derrière nous, on a ce qu'on appelle le panier de la ménagère, quelque chose que le public peut voir, je crois, chaque année, déjà depuis un certain nombre d'années, depuis 8 ans, je crois, à peu près. Oui, ça fait déjà 8 ans qu'on a mis en place cette collection qui est en fait une véritable ligne du temps de la culture et de la consommation des légumes dans nos régions d'Europe de l'Ouest. Ça veut dire que visuellement, comment est-ce que le public découvre ça? De quelle manière? Eh bien, cette collection est répartie dans 6 parterres distincts. Oui. Et chacun de ces parterres correspond à une époque qui constitue une charnière, une époque importante dans l'histoire de l'évolution des légumes. Ça veut dire que, effectivement, aujourd'hui, on ne mange plus ce qu'on mangeait il y a 100, 200, 300 ans. Il y a un peu de ça, mais il y a surtout le fait que notre volonté ici est de montrer que ce que nous mangeons maintenant n'existait pas depuis toujours dans nos régions sous cette forme et qu'il y a eu une évolution des plantes. Alors justement, parlons évolution, est-ce que tu peux nous donner brièvement quelques exemples? Ben oui, bien sûr. Par exemple, la bête, oui, que nous appelons poirée également, qui est une plante originaire à l'état sauvage du littoral français, a été importée dans nos régions et améliorée par les horticulteurs au temps de l'Empire gallo-romain. Cette même plante sauvage a été nettement plus tard, à l'époque de la Renaissance, sélectionnée pour obtenir une racine beaucoup plus développée, une racine qu'on appelle une rave. Oui, et au lieu d'avoir une bête, on a une betterave. D'où le mot betterave. Voilà. D'accord. Alors, on va se diriger vers un deuxième exemple, si tu veux bien. Voilà, Laurent, deuxième exemple qui montre cette évolution du légume, cette évolution du panier de la ménagère. On se dirige tout doucement vers les choux. Ben oui, s'il est bien un légume typique des régions de l'Europe de l'Ouest, c'est bien le chou qui trouve chez nous son climat de prédilection. Oui, d'accord. Avec quoi comme premier exemple pour parler de cette évolution? Eh bien, le chou de type sauvage, tel qu'il existe encore, bien que pas très couramment sur le littoral breton, c'est celui-là. Ça ressemble très fort à celui-ci, qui n'est pas l'original, mais qui a une copie assez fidèle. Ce chou-là, donc, ne présente pratiquement aucun signe de sélection de la main de l'homme. D'accord. On verra plus tard que de nombreuses variétés de choux connues actuellement ont des organes qui ont été transformés, hypertrophiés, au profit de la consommation humaine par les horticulteurs. Alors justement, cette évolution, on va vers quel genre de chou? Alors la première étape reconnue dans l'histoire de l'évolution du chou, c'est l'hypertrophie de la tige, qui va nous donner le chou rave. D'accord. D'où
Le chou en boule. Voilà, une boule de chou rave. D'accord. Et du chou rave? Alors le chou rave en lui-même, c'est un petit cul-de-sac, on le consomme toujours maintenant, mais en repartant sur le chou de type sauvage, on a obtenu par exemple des variétés de choux dont l'inflorescence devient monstrueuse, mais plus comestible, plus tendre pour notre palais. Ce sont les choux-fleurs et les choux brocolis. Voilà. Eh bien voilà, ça c'est un bel exemple. Des exemples, il y en a tout plein ici, bien entendu, au niveau de ce superbe jardin. Un deuxième jardin vers lequel on va aller est tout aussi intéressant. Il s'appelle le jardin... Le jardin des hommes. Eh bien on va y aller tout de suite. Allons-y. Voilà. Laurent, nous voici au cœur du deuxième jardin didactique qui est proposé au public ici au Centre technique horticole de Gembloux. C'est le jardin des hommes. Quel en est le principe ? Eh bien, son principe, en fait, est de montrer que la diversité des plantes comestibles ne s'arrête certainement pas à ce qu'on trouve dans les rayons des supermarchés et surtout de replacer cette diversité des plantes en fonction de l'origine géographique des espèces que nous consommons. Ça veut dire qu'ici, on fait un tour d'horizon de tous nos continents? Voilà, on fait une espèce de tour du monde. Comme tout à l'heure, nous avions fait un tour du temps, de l'histoire du temps de l'Europe. Ici, nous faisons un tour du monde. Alors, peut-être un tout premier exemple. On est sur quel continent ici? Alors ici, nous sommes en plein milieu de la zone européenne. Donc, on va retrouver des légumes dont les ancêtres sauvages existent depuis toujours, ou depuis très longtemps, en tout cas en Europe. Oui. Allez. Alors, par exemple, ici, nous avons le céleri à côte. Incontournable, évidemment, comme légume. Voilà, de l'espèce sauvage à l'origine de la création par les horticulteurs du céleri à côte, existe toujours à l'heure actuelle dans les ruisseaux, dans les marais, dans les étangs. Allez, on continue notre promenade, on va vers où? Alors, on va filer vers l'Amérique. Allez, on y va, on file vers l'Amérique. On a fait un bond de géant. Et oui, nous voilà en Amérique. Avec ici devant nous une plante qui a de plus en plus de succès chez nous. On la retrouve vraiment dans nos étals chez l'épicier, au marché. Pratiquement toute l'année. En l'occurrence, la patate douce, qui se cultive, je ne dirais pas facilement, mais possiblement chez nous. Et dont on va consommer la racine tubérisée, qui n'a rien à voir avec une pomme de terre. Botaniquement parlant, c'est une plante très différente. Et c'est une plante qui, sur ce continent-là, existe depuis toujours, ou à peu près. En tout cas, les traces archéologiques montrent qu'elle a commencé à quitter l'Amérique il y a à peu près 6 à 8 000 ans. Bon, ça va, il y a de la marche. Elle a déjà beaucoup voyagé et elle occupe maintenant toutes les zones tropicales du monde entier. Eh bien, tu sais quoi, nous on va aussi continuer à voyager. On change de continent. Allez, on y va. Laurent, on se trouve ici dans une partie du jardin où on va retrouver à la fois, tu m'as dit, des plantes qui viennent de l'Afrique et des plantes qui viennent de l'Asie. Mais oui, il y a eu en fait beaucoup d'échanges entre ces deux continents et on va retrouver des plantes communes dans les deux zones. En fait. C'est pour ça qu'on présente tout en même temps. Celle-ci, elle est commune? Celle-ci, oui, elle est commune. Il s'agit d'une citronnelle, en fait. C'est la citronnelle de Madagascar, mais on ne sait pas trop si elle était depuis toujours à Madagascar ou si elle a été importée par des immigrants asiatiques. En tout cas, c'est la citronnelle qui est utilisée dans la cuisine asiatique. C'est pas vraiment une citronnelle comme je la connais, moi. C'est pas la citronnelle à tisane. Ici, c'est vraiment une graminée. Je vais te montrer la partie qu'on consomme réellement. D'accord, vas-y. Voilà. Ah oui, donc on ne consomme pas la partie supérieure. Ah oui, le feuillage ici n'a pas beaucoup d'intérêt, il est extrêmement filandreux. Donc le bâton de citronnelle qu'on peut acheter au supermarché, le voilà. Eh bien, c'est magnifique ça. Qu'est-ce qu'il nous reste à découvrir ici au jardin, Laurent? La dernière zone que je vais aller te montrer, c'est celle qui concerne le pourtour du bassin méditerranéen. On y va tout de suite. Laurent, une plante typique du bassin méditerranéen. Le fenouil, voilà. En l'occurrence ici le fenouil aromatique pour ses graines ou ses feuilles. Le côté anisé. Mais oui, tout à fait. Spécifique au bassin, avec une boisson bien connue. Mais oui, ce n'est pas l'ingrédient de base, mais ça y participe. Voilà, très très beau. Dis Laurent, on va devoir déjà se quitter. Merci pour ces deux belles petites visites. Avec plaisir. C'est ici qu'on va se quitter. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à découvrir ces collectionneurs de tomates et puis ces deux beaux jardins. On se retrouve le mois prochain. D'ici là, surtout, n'hésitez pas, embellissez votre jardin.